Mesdames, Messieurs, bonjour. On se retrouve une fois encore au rendez-vous du Forum des rédactions. Merci d'avoir été fidèle à cette émission, que vous soyez aux États-Unis. Je pense à Oscar qui ne cesse jamais de nous suivre, d'autres au Canada, d'autres au Sénégal, à Dakar. Je pense à mon grand frère Hervé, à Gondé. Je pense à beaucoup de gens qui suivent véritablement cette émission et qui la partagent. Le Forum des rédactions, c'est l'émission qui vous permet d'être au parfum de l'actualité, surtout en présence des analystes politiques. Vous le savez, l'année tire lentement mais sûrement à sa fin. Il ne nous reste véritablement que 2 vendredis. Nous allons consacrer ces 2 vendredis, donc, dont aujourd'hui, au bilan politique de l'année. Si nous n'avons pas le temps de faire le bilan au cours des 2 émissions, nous allons rentrer dans l'année 2024 avec la suite du bilan politique au Bénin. La première partie, et c'est donc aujourd'hui, on consacre cette émission à la première partie du bilan politique de cette année 2023, et les invités sont déjà au plateau. Nous allons aborder des sujets comme les législatives organisées le 8 janvier 2023 au Bénin. Après cela, les députés ont été installés. Nous allons aborder l'aspect qui concerne la désignation du chef de file de l'opposition, mais également la visite des différents présidents au Bénin, ce qui montre donc la diplomatie offensive du Bénin. Et on n'oubliera pas de parler de ces moments de démission, alors que le chef du gouvernement nous disait qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est des démissions qui ont suivi par la suite. Et si le temps nous le permet, pendant cette première partie, on abordera tous ces sujets. Et voilà un peu l'ossature de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. On va observer une courte pause en attendant de vous présenter les débatteurs. Dans ce studio, pour les analyses, à ma gauche, Henri Sauvi Nyambodé, bonjour. Bonjour Maurice Agua, bonjour Laurent Paniquet, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission, ceux qui nous suivent et qui partagent cette émission, ceux qui prennent du plaisir à nous suivre très souvent. On leur dit merci beaucoup. C'est pas facile de suivre une émission durant une année. Eh bien, on peut aussi faire le bilan de l'émission, puisque nous sommes après 12 mois. On peut se demander quel a été l'impact de l'émission. Et en voyant bien évidemment le nombre de vues, des commentaires, on peut se rendre compte que ça fait partie, donc cette émission fait partie donc des émissions les plus suivies en matière donc de décryptage de l'actualité, en matière bien évidemment d'idées partagées également, que les auditeurs suivent. Et là aussi, ce qui fait aussi la crédibilité de cette émission, pour moi, c'est qu'on n'est pas régenté. Chacun vient donc ici dire ce qu'il pense de l'actualité en donnant librement donc ses commentaires. Vous faites bien, Henri Sauvi Nyambodé, d'aborder ces aspects parce que je n'y avais pas pensé. Et merci d'avoir évoqué ces aspects, mais aussi merci à vous pour votre disponibilité de tous les instants. Chaque fois que nous vous sollicitons, vous ne ménagez aucun effort pour répondre présent à notre appel. Merci pour le temps consacré toute cette année à cette émission. Bon, nous avons donc pris cet engagement-là et pourquoi ne pas le respecter? Et donc c'est ce qui justifie chaque fois notre présence sur le plateau. Et vous parliez tantôt du fait que ce qui fait la particularité de cette émission, c'est que les analystes sont libres de s'exprimer. Et oui, nous remercions les dirigeants de cette télévision, de ce groupe de presse qui à aucun moment ne fassent l'objet d'interférences
circonstances ne nous impose ce que nous devons faire. C'est bien ce qui exprime la grandeur d'esprit de ceux qui nous dirigent et qui savent que dans la discussion, à travers la parole, on peut également améliorer ce qui se fait dans le pays et pour que les choses avancent davantage. Merci également à la DIRCOM qui également nous permet de mieux faire ce que nous faisons pour aider les uns et les autres à avancer. Laurent Roland Tonneikes, à ma droite, il a été présent, vraiment présent, toute l'année sur cette émission. Merci Laurent, merci une fois encore d'être dans ce studio. Vous êtes journaliste, analyste politique. Merci Moïse Agua, c'est un plaisir d'être en tout cas sur cette émission chaque fois que vous me donnez l'occasion. Je crois que oui, à travers cette émission, à travers tout ce que Eden TV fait, je crois que beaucoup de personnes nous suivent. Au-delà de nos frontières, je voudrais faire un clin d'œil à ces personnes qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis. Je veux parler de M. Ronguet, M. Denapo, M. comment vous appelez ils sont tellement nombreux. M. Eric Dansoulandji, pardon. Donc, il y a tellement de noms, les noms m'échappent. De toute façon, tous ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, qui nous suivent, notamment mention spéciale à M. Ayello, qui tous les jours, quand on fait une émission, c'est la première personne qui commente en écrivant « Bonjour Eden TV ». Il n'a jamais manqué de le faire. Je crois que ces personnes nous donnent davantage de motivation à faire ce que nous faisons. Et il est arrivé que les gens ne soient pas d'accord avec nous, mais ont trouvé les mots juste de nous le dire. Et il est arrivé que nous avons reçu des coups en interne, pas en interne, au plan national, où les gens pensent que nous sommes souvent des opposants. Des opposants, oui. Bien au contraire, nous ne le sommes pas. Et nous n'avons même pas ambition de devenir opposants mouvanciers pour le moment. Le moment viendra où chacun va s'engager. Le moment viendra où chacun va s'engager. Non, on peut se poser à une idée. Ça ne fait pas de vous un opposant. Non, malheureusement, c'est l'étude, l'avis de certaines personnes. Quand vous prenez la hauteur, vous laissez donc les gens, c'est ça aussi. C'est ce que je dis. C'est pourquoi je leur annonce que le moment peut arriver que chacun prenne ses engagements. C'est vrai, des engagements politiques. Mais non, c'est pas ici. Vous allez faire cette annonce-là aussi. Si vous voulez vous engager politiquement, après, vous allez faire un meeting, on viendra donc couvrir ça. Et vous viendrez couvrir en tant que rédacteur en chef d'État. J'ai une téléspectatrice et chaque fois quand elle vous voit, elle dit « Seul monsieur, il ne fera pas faire la politique. » Hier, elle a dit encore. Non, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été moulé dans le milieu politique et j'ai appris beaucoup des acteurs politiques en les observant avant de venir au journalisme. Donc du coup, quand ils font... C'est pourquoi peut-être pour ça que j'ai peut-être parfois la facilité d'anticiper sur leurs réactions à des moments donnés. Parce que j'ai appris à les connaître pour savoir connaître leur mode de fonctionnement. Oui, c'est vrai, tôt ou tard, je finirai pas à faire la politique. Moi, je le dis haut et fort. Il a craché le morceau. Non, tôt ou tard, je finirai pas le faire. Pas la faire, pardon. Mais pour dire que quoi, oui, si on ne construit pas, on ne s'engage pas pour construire, qui va faire? Ceux qui pensent sont là. Mais d'autres le feront. Non, mais attention, ceux qui sont là depuis 90, ceux qui sont depuis 90 vous font croire que vous prenez la place comme alternative citoyenne. Non. En fait, ceux qui sont là depuis 90 vous font croire qu'ils sont les plus intelligents et qu'après ils font du père au fils parfois à la limite. Mais vous là, Henri Abodé, vous pensez que vous, dans votre position, vous ne pouvez pas être chef d'arrondissement de la Casato pour changer les choses un jour? Non, c'est pas la question. Non, moi j'estime qu'à un moment donné, il ne faut pas se voiler la face. Bon, je crois que tu as fait ton bilan. Le bilan, on va te donner l'occasion de faire ton bilan. Très bien, voilà. Oui, tout cela intéresse bien les téléspectateurs parce que ça leur permet de voir quel type de personnalité nous sommes, qui sont ceux-là qui chaque fois viennent faire les analyses ici et tout. Ils comprennent que, bon, au-delà de tout, c'est quand même des humains, des gens qui ont des ambitions également, qui ont envie que les choses changent. Et voilà, cela dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet de cette première partie de l'analyse du bilan politique de cette année. L'année 2023 a démarré par l'organisation d'une élection. C'était les élections législatives qui se sont déroulées le 8 janvier. Si je ne me trompe pas. 8 janvier 2023. 2023. Et la particularité de cette élection, c'est que l'opposition a eu une place dans l'hémicycle après les résultats. Laurent Roland Tonneikes. Non, je crois qu'il faut déjà commencer à penser à
l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Hamouda Razaki. Pourquoi? Parce que pendant que la direction des impôts faisait un jeu de ping-pong avec les démocrates, c'est lui qui, étant saisi, est venu siffler la fin de la récréation. Même si, parce que c'était, vous vous souvenez que la Cour constitutionnelle avait été saisie et que c'est la Cour constitutionnelle qui avait décidé, avait pris des décisions assez fermes pour contraindre la direction des impôts à revoir sa posture pour que les démocrates aillent aux élections. Vous allez voir qu'au niveau de la Sénat, les choses ont été gérées autrement. Donc déjà, première chose, je pense à ce monsieur d'abord, parce que si rien ne garantissait que les démocrates pouvaient aller aux élections, si entre-temps, notre fameux penseur de la ruse et de la rage, si c'était lui qui était encore la tête de la Cour constitutionnelle, ce n'était pas évident. Je ne veux pas parler, c'est lui qui avait parlé de ruse et de rage, et qui était président de la Cour constitutionnelle. Et quand on a vu que, durant son mandat, beaucoup de saisines de la Cour constitutionnelle étaient déclarées irrecevables. Mais pour son successeur, ça a été traité autrement pour permettre aux démocrates d'aller aux élections. Toujours est-il que nous avions eu le mauvais souvenir de 2019 qui avait fait que, du fait du certificat de conformité, les gens n'avaient pas pu aller aux élections. Quand je dis parfois que les gens ont été empêchés, je sais qu'il y a des gens qui m'attaquent en ligne pour dire que pourquoi je dis ça, qui a empêché qui. Bon, on ne va plus s'attarder sur ces dossiers, mais on sait que des gens ont empêché des gens d'aller aux élections à un moment donné en brandissant un document qui n'était pas dans la loi. Qui s'appelle certificat de conformité, qui n'était pas dans la loi. À la dernière minute. Voilà, donc qu'on ne le veuille pas, moi je le dirais juste, même si j'avais une âme qui attend, je le dirais. Je n'aurais pas peur. Mais, fort heureusement, cette mauvaise expérience est derrière nous. En 2023, nous avons eu la chance, 2022, fin 2022-2023, on avait eu la chance d'avoir des députés de l'opposition élus. Même si le jour du scrutin, des choses sont passées, que les démocrates ont reproché, ont dénoncé, au moins on peut être heureux et fier de ce que, au moins, l'Assemblée nationale n'est plus monocolore, et n'est plus remplie de députés tous acquis à la cause du pouvoir en place et de Patrice Talon. Donc là, c'est déjà une avancée assez notable. Il faut vraiment s'en féliciter et dire que oui, la Sénat aussi a fait son travail. Le gouvernement aussi, certainement, à un moment donné, a facilité les choses, qu'on ne le veuille pas. Même si on a senti des bâtons dans les roues, dans les réunions de certains des opposants à un moment donné, c'est que, à la fin, c'est que on peut décerner un satisfecit, on peut dire oui. Sur ce coup, Patrice Talon s'est racheté, son gouvernement s'est racheté en tenant compte de 2019, s'est racheté. Donc voilà, c'est une situation qu'il faut rappeler et s'en féliciter pour dire oui, le pouvoir, les structures en charge des élections ont fait ce travail-là qui est à saluer et espérer que pour les prochaines élections, que nous puissions avoir les mêmes avancées, qu'on ne regresse pas et qu'on ne connaisse pas la situation malheureuse de 2019, qu'on ne connaisse plus jamais la situation malheureuse de 2020 également, où à un moment donné, malheureusement, la FCB ont vu les véritables leaders éjectés et le parti dirigé par quelqu'un d'autre qui est allé aux élections avec les résultats qu'on a pu connaître. 2021, quand bien même d'autres opposants étaient arrêtés et jetés en prison, d'autres qui étaient exclus de leur formation politique se sont retrouvés à avoir le parrainage pour aller aux élections, qu'on n'assiste plus à de telles choses. Pourquoi en 2026, qu'on ait des partis qui s'engagent véritablement dans la course et que ce soit les populations qui décident, que ce ne soit pas les stratégies politiques mises en place qui empêchent les gens d'aller aux élections ou qui empêchent les gens d'avoir des élus, mais que ce soit les populations qui décident de qui pourra véritablement les représenter au plan présidentiel, qui pourront les représenter au plan législatif et qui pourront les représenter au plan communal. C'est ce que nous souhaitons pour le Bénin. Donc, et c'est maintenant aussi à tous les acteurs de se mettre véritablement au travail. Dès lors que vous êtes démocrate, qu'à un moment donné, on vous accorde l'opportunité d'aller aux élections, c'est vrai que ce n'est pas un privilège, c'est un acquis, c'est un droit en réalité. Mais dès lors que vous avez subi des situations de brimade par le passé, que par mesure de rachat, on vous permet d'aller aux élections, que vous allez aux élections, que vous avez des élus, vous devez savoir où mettre les pieds, vous devez savoir quel acte poser, quel discours tenir pour davantage impacter les populations et davantage convaincre les populations qui, après, au cours d'une autre élection, pourront travailler à vous permettre d'avoir plus d'élus que ce que vous en avez. Donc, je crois que c'est de ça qu'il est question.
Très bien. Henri Sauvignon-Baudet, je me retourne vers vous. Oui, vous avez écouté Laurent Roland Tonnerre-Ickes quand même, qui a abordé tout ce qui concerne l'aspect de changer les choses par rapport à la représentation nationale qui aujourd'hui est composée de la mouvance et de l'opposition. Mais au cours de l'année, au lendemain de leur élection, il y a eu l'investiture et on a constaté que les démocrates, très tôt déjà à l'investiture, ont donné le ton et en disant oui, qu'il faut changer les choses. Et par suite, on les a vus sur avoir des comportements où ils ont vidé l'hémicycle, sur la constitution du bureau et autre chose. Avez-vous encore le souvenir de ces moments que nous avons déplorés ici? Absolument, ou que certains ont apprécié? Oui, absolument. Il fallait commencer les choses comme ça parce que quand on se rappelle, quand vous avez forcé les choses pour être à ce niveau-là, il ne faut pas fléchir. C'est ce que les démocrates ont démontré lors de la cérémonie de l'investiture. Et par la voix donc, de Nouréni à Tchadé, il y a ce discours-là qui a été retentissant. Il y a ce discours-là qui a montré qu'effectivement, il y a un autre son de cloche qui doit exister désormais au niveau de l'Assemblée nationale parce que, vous savez, sur au moins 4 ans, 5 ans, on a eu cette assemblée, tout le monde décriait, assemblée monocolore, où c'est la même voix. Il n'y avait pas donc à penser à un autre son de cloche. Un autre son de cloche. Donc, avec ce discours-là retentissant, les démocrates ont annoncé les couleurs de ce que sera bien sûr l'année politique 2023. On a encore en idée, on revoit encore cette image-là où ils ont annoncé leur groupe parlementaire, ce qui veut dire que tout simplement que avant même cette cérémonie-là, ils ont préparé les choses et qu'ils ont annoncé avec, ferveur et enthousiasme, ce que la population a apprécié, il faut le dire. Parce que tout simplement, ceux qui ont voté pour eux voulaient aussi d'un autre courant politique. Et donc, d'un autre courant politique, bien sûr, et ils ont eu ça. Et donc, il fallait aussi montrer qu'effectivement, nous étions là, nous nous sommes envoyés à l'Assemblée par cette population-là qui en avait marre. Et il fallait aussi montrer à la population que nous sommes prêts pour le job. C'est ce que le discours, on peut dire par rapport au discours. Et puis, par la suite, il n'a pas été facile de constituer le bureau. Le bureau, oui. Mais il y a que... j'ai apprécié un acte des démocrates qui, finalement, se sont... comment on dit, se sont rabaissés ou du moins ont fait un peu d'humilité. D'humilité et oui, non, parce qu'ils ont pris ils se sont ralliés. Non, ils ont pris la Constitution comme le dernier rempart. Le dernier recours. Le dernier recours pour bien sûr avoir gain de cause. Et pour ça aussi, on peut dire qu'en le faisant comme ça, ils ont foi en la justice. À la justice, ils ont de crédibilité donc à la Cour constitutionnelle. Mais il faut dire que véritablement, ce sont les élections donc, législatives qui ont ouvert donc, cette année politique-là. Et ça, et depuis lors jusqu'à ce jour, jusqu'à ce mois de décembre, les choses ne se font plus comme avant. Ah oui. Oui, les choses ne sont plus comme avant parce que à chaque fois que la gouvernance... Mais toutes les lois passent, hein, ce qu'on va voter, ça passe, donc les choses continuent. Oui, mais ça les passe, lois continuent de se voter comme avant. Non, pas comme avant. Parce qu'avant, il n'y a pas une voix critique, il n'y a pas une voix objective, il n'y a pas que des critiques, des observations. Mais aujourd'hui, quand une loi est là et qu'on doit passer au vote, il y a forcément que les démocrates arrivent toujours à indiquer ce qui ne va pas. On prend donc, on va pas, peut-être vous allez en parler dans la deuxième partie du bilan, le budget. Vous avez vu quel est le comportement donc, des démocrates. Il y a toujours que ils relèvent, ils analysent un peu et donc ils donnent la voix. Ce qui fait d'eux aujourd'hui notre voix au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut apprécier. Maintenant, oui, il ne faut pas oublier que ils ont
ils ont une stratégie par laquelle on les reconnaît désormais, et qu'ils vident systématiquement l'hémicycle. Donc, ils ont cessé de faire ça, non? Ils ont cessé de faire ça, pour le budget, ils sont restés là, ils ont voté contre. Donc. Ils ont voté contre, mais il y a 4 qui ont quitté l'Assemblée nationale parce qu'ils ne partageaient pas donc, les choses, et puis ils ont donné leur procuration. Oui, donc, là, cette attitude est restée toujours. Non, c'est différent du fait qu'ils sortent de l'Assemblée pour dire qu'ils ne veulent pas participer. Cette fois-ci, s'ils ont donné procuration, ça veut dire qu'ils ont participé au vote. Oui. En faisant clairement... mais pas présidentiel, c'est ce que je dis. Il y a ces 4-là qui sont sortis. C'est de la même manière que des députés de la mouvance aussi pouvaient donner procuration et sortir. Oui, je ne refuse pas. Donc ça, on ne peut pas assimiler mais on ça. Les reconnaît, on les reconnaît à un boycott. Oui, on ne leur reconnaît aussi pas cette façon de faire. Oui, de vider systématiquement l'hémicycle. Mais après, ils ont pris conscience que non, parce qu'il y a eu... Le peuple n'apprécie pas. Oui, il y a des gens qui disent non, on ne vous a pas envoyé là-bas pour dire tout le temps vider l'hémicycle. Mais attendez, dites ce que vous pensez pour qu'on entende, parce que là, le fait de quitter l'hémicycle, bon, c'est comme si vous laissez chambre aux gens, mais il faut parler, il faut dire ce que vous pensez. Et là, ça permet donc aux gens de se comprendre. Donc, voilà un peu, avec les élections, c'était l'ouverture de l'année politique et également une autre ère politique au Bénin, parce que désormais, la gouvernance talent, c'est qu'en voulant poser un pas, on voit déjà l'opposition qui interpelle sur des questions. Mais un peu plus loin, il y a eu l'investiture du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou. Et là encore, dans son discours, il a semblé inviter à la révision de la Constitution. Ça a fait couler beaucoup d'encre de salive. Est-ce que vous vous souvenez? Oui, déjà même dans le discours de Nourenou Achadé, que les gens, à tort ou à raison, ont traité d'un appel à la révision de la Constitution parce qu'il évoquait certaines dispositions du code électoral, certaines choses qu'il fallait revoir. Je ne vous arrête pas, vous n'allez pas oublier la réaction qu'a eu le député d'après Sossou. D'après Sossou, oui, justement. Eux, ils vont changer. Oui, c'est qu'eux, ils veulent changer, eux aussi. Vous voyez, donc dans chaque discours, on a certains points que, en tout cas, chacun fait son interprétation en tenant compte de chaque discours. Et donc, quand on a suivi le discours de Nourenou Achadé, on a tout fait de dire que oui, ce qu'il a demandé à corriger, on ne peut le faire sans toucher la Constitution, sans réviser la Constitution. Et on a pu voir aussi le discours de Louis Vlavonou. Mais au fond, est-ce que c'est les gens qui ont appelé véritablement, ouvertement à la révision de la Constitution? Là, c'est la véritable question. Mais ce que je dis, c'est que il y a des choses à corriger au niveau du code électoral, de la charte des partis politiques, c'est une chose à changer. Mais en même temps aussi, au niveau de la Constitution, certains pensent que, tel que ça se présente aujourd'hui, en l'état, qu'il y a des choses encore à modifier. Et là, c'est le vrai piège, je l'ai toujours dit, je le répète encore ce matin. Le problème, le piège pour les opposants à ce niveau, c'est que les opposants veulent rectifier un certain nombre de choses, enlever peut-être le parrainage de la Constitution, un certain nombre de choses. Mais dès lors que vous voulez ça et que vous n'êtes pas majoritaire à l'Assemblée nationale, et sachant que toutes les certitudes, en fait, en faisant allusion à un titre à la une du journal Ma Matin Libre il y a quelques jours, les certitudes tombent parce qu'avec le vote de Basile Akhossi pour le budget et contre, en tout cas, à l'opposé du vote de ses collègues députés du Parti démocrate, c'est-à-dire dès lors que vous n'avez pas la majorité et que vous appelez aussi à la révision, les autres qui sont majoritaires profitent pour négocier dans vos rangs et pour avoir le dessus. C'est ce qui risque d'arriver pour les démocrates. C'est-à-dire que vouloir qu'on touche la Constitution aujourd'hui pour changer un certain nombre de choses, il est fort possible que le pouvoir en place réussisse à convaincre des gens en leur rang, en leur sein, qui pourront s'ajouter aux députés de la mouvance pour faire passer une révision qui serait à l'avantage du pouvoir en place. Si des gens peuvent voter pour le budget, donc ça peut se faire aussi. Donc, il y a un gros risque à ne pas prendre à ce niveau. Toujours est-il que si tous les députés sont davantage et suffisamment acquis à la cause, en tout cas de leur idéologie de leur parti, de la position de leur parti, on n'a rien à craindre. Mais déjà, à partir du vote de Akhossi, que moi je ne prends pas comme un événement, parce que pour moi, il a été cohérent et logique dans ce qu'il fait, parce que les députés ayant voté tous les rapports ne sauraient rejeter le rapport final. Ce n'est pas possible. Ça ne tient pas. Donc, du coup, dans une certaine mesure, j'insiste sur le fait que, oui, tel que ça se passe, si on va analyser ça du point de vue politique sans aller au fond
pour faire une analyse assez sérieuse et sincère, je crois que oui, il y a peut-être matière à craindre que dans cette volonté de réviser, si c'est porté par les démocrates, qu'il soit dribblé par le pouvoir en place, avec les députés de la mouvance présidentielle. Donc c'est là un piège. Sinon que oui, véritablement, est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de réviser la Constitution ou bien on a besoin de changer la manière de faire? Et moi, je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de changer la manière de faire. C'est de changer la manière de faire. Qu'on laisse libre cours aux partis politiques de s'exprimer dans une certaine mesure et qu'on ne bloque pas les parrainages à un moment donné. Si les gens ont besoin de parrainage, que les parrainages ne soient pas négociés par un chef quelque part et qui décide à qui donner parrainage, à qui ne pas donner parrainage. Qu'on laisse les députés libres, on donne libre cours aux députés d'aller donner parrainage à qui ils veulent. Parce que les députés ne sont pas, et j'insiste là-dessus, représentants d'une formation politique. Ils sont représentants des populations qui sont passées par une formation politique pour être à l'Assemblée nationale. Donc, les représentants du peuple ne sauraient faire la volonté d'un groupuscule. Ils doivent pouvoir tenir compte des aspirations du peuple et tenir compte des avantages, des intérêts du peuple en général et aller vers les candidats qui jugent bon pour l'avenir du Bénin, plutôt que de s'aligner derrière un candidat qu'on leur impose. Très bien. Henri Sobi-Yambonnet, vous avez quelque chose à dire à propos de l'institut donc du président Vlavonu. Oui, et qui semblait appeler à la révision de la Constitution. Oui, j'ai parcouru un peu son discours en avril là, dans lequel il rappelait bien évidemment que cette assemblée-là, cette législature est transitoire parce qu'il faut rappeler ça va conduire aux élections générales de 2026. Mais il a également donc appelé à ce que la majorité qui constitue donc des députés de la mouvance présidentielle, donc de laisser cours libre donc aux députés de la minorité de faire le travail, et en même temps appeler les députés de la minorité à ne pas se livrer à une opposition radicale qui va les conduire à une opposition stérile. Quand vous parcourez encore le discours de Vlavonu, vous allez comprendre qu'il parlait en tant qu'un père de famille, que désormais, parce que vous savez, quand vous avez fait l'expérience d'une législature où tout le monde est de même couleur et qu'aujourd'hui, vous avez affaire avec les gens qui sont d'obédience différente, il faut déjà prendre la hauteur. Et donc, dans son discours, il a compris qu'il avait une mission à accomplir et il n'a pas manqué également de rappeler que, oui, ce sera délicate, cette mission-là. Bon, oui, appeler donc aux valeurs constitutionnelles, à revoir les valeurs constitutionnelles. Et il parlait tout à l'heure donc de parrainage, mais beaucoup de choses par rapport au parrainage, beaucoup de choses, on peut rappeler beaucoup de choses. Et ces choses-là n'ont pas permis véritablement que les choses aillent. Parce que si Laurent le disait tout à l'heure, en entame de ses propos liminaires, qu'il peut s'engager demain. Mais s'il veut s'engager demain, il faut qu'il s'engage librement, qu'il n'y ait pas de contraintes. Donc c'est ça aussi. Il n'y a pas de blocage. Et à ce niveau-là, on peut appeler à la révision de certaines lois qui sont des lois qui bloquent. Qui bloquent. Parce que si vous avez la possibilité de participer donc aux actions de développement de votre pays, vous devez le faire librement. Qu'il n'y ait pas oui, c'était fait de façon à créer une classe exceptionnelle qui puisse avoir accès à ces choses-là. Donc, je pense que nous avons encore du temps à faire et ils ont encore 2 ans. On peut retoucher ces lois-là. Et même s'il faut retoucher la loi fondamentale du pays, on peut retoucher ça tout en s'appuyant sur ce qui doit faire le consensus. Ce qui doit faire le consensus. Parce que s'il faut réviser notamment et que demain, qu'il y ait problème, alors là, ça ne donne pas encore... on ne fera pas ce qu'on veut. Voilà. Ça ne rentrera pas dans l'intérêt de la oui. Moi, je pense que la 9e législature aujourd'hui est comme d'abord le président de l'Assemblée nationale l'a dit dans son discours, c'est une assemblée transitoire.
parce que ça nous mène vers un autre tournant décisif de l'histoire politique du Bénin, où on aura les élections générales en 2026. Mais je voudrais rappeler à l'attention du président de l'Assemblée nationale qu'au niveau de la 7e législature, on a pu voir des choses qui sont passées, où des députés ont alerté Maître Ali Ongbedji, lequel était complètement à un moment donné plongé dans les actions du gouvernement, était acquis. Mais c'est normal, non? Quand vous avez passé donc des années à faire l'opposition. Non, attendez, il est venu à l'Assemblée nationale en tant qu'opposant, d'accord, je suis d'accord, mais il était président de l'Assemblée nationale. Il avait même soutenu le pouvoir, le candidat de la mouvance. N'oubliez pas qu'il a soutenu Lionel Zinsou. Mais quand on fait tout ça et qu'on vient à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, et qu'on fait tout ça, et que avec ça, quelqu'un d'autre que vous n'avez pas soutenu prend le pouvoir, mais que vous avez, les discours que vous avez eus, le Bénin descendu de son piédestal, vous rappelez-vous de ce discours, quand il fait tout ça et que les députés l'alertaient, le rappelaient alors dans une certaine mesure, il n'a pas cru devoir les écouter. Mais vous allez voir qu'il est le seul qui a été face à l'histoire à un moment donné, au point où il a dû fondre sa formation politique dans un regroupement aujourd'hui. Sinon qu'en réalité, en 25 ans, 30 ans d'histoire politique, le PRD n'était plus un parti à aller se fondre dans une nouvelle formation politique. Ils avaient de quoi bomber le torse. Lui-même, il avait dit, PRD m'en a beaucoup opéré. Voilà, donc il a dit... mais, donc quand on voit tout ça, quand on voit tout ça, et que un certain Guy Mitokpe rappelait à Adongbedji que l'oiseau qui appelle la pluie ne manquera pas d'être mouillé, malgré tout ça, Adongbedji a fait ce qu'il fait. Ça doit être des moments, des leçons pour Louis Flavono aujourd'hui à la tête de l'Assemblée nationale, pour une fois, parce qu'il a eu la chance de gérer une Assemblée nationale monocolore où il n'avait pas de problème, parce que tout c'était acquis la Cour des comptes. Et aucun d'eux n'avait... Quand il disait ping, tout le monde disait voilà, pan. et aucun d'eux n'avait le courage de dénoncer ou bien de critiquer le pouvoir en place dans une certaine mesure, d'interpeller sur les questions essentielles de la vie des Béninois. Mais là, maintenant, il avait eu député. Donc, il doit pouvoir savoir manager son équipe. Il doit pouvoir savoir comment ne pas être un élément de blocage pour ces députés, parce que le peuple observe. Et le peuple qui observe ne manque pas de trancher. Et en même temps, nous sommes sur un terrain politique. Adongbedji a fait tout ça. Mais au finish, vous vous rappelez de 2019, où c'est lui qui est, sur sa liste, il y a eu doublon. Avec Moël Bénin, vous vous rappelez très bien. Il y a doublon, et au point où il est allé voir le chef d'État pour dire qu'il y a des voyous sur les listes électorales, sur les listes des partis, et le chef de l'État l'a repris automatiquement pour dire attention, on ne peut pas traiter les gens de voyous. Si les gens sont des voyous, c'est aux forces de prendre des responsabilités. Donc pour vous dire quoi, aujourd'hui, on peut vous utiliser, mais c'est à vous de savoir vous donner pour qu'on vous utilise. Et c'est à vous de savoir comment manager pour que demain, l'histoire ne retient pas votre nom de façon négative. Aujourd'hui, on peut dire que oui, le renouveau, il y a l'arc-en-ciel qui supplante l'arbre. Mais à quel prix? Et quel est le poids aujourd'hui? Ont-ils vraiment droit à la parole? Quand on regarde un peu la constitution du bureau de cette formation politique, et quand on voit ceux qui sont les premières personnes à prendre la parole, combien de personnes l'SPRD voit-on au devant de la scène dans une certaine mesure. Donc, c'est autant, même s'ils ont finalement eu quelqu'un au gouvernement. Aujourd'hui, le PRD, si demain on dit, cassons toutes les formations politiques, reprenons la base, est-ce que le PRD sera le PRD d'hier? Donc, je crois que Louis Flavono doit pouvoir s'inspirer de cette expérience de la 7e législature sous Adongbedji pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Et quid du chef de file de l'opposition cette année quand même également, après la mise en place donc, du Parlement, on devait désigner le chef de file de l'opposition. Il fut un temps au cours de cette année où nous avons dit que quelqu'un allait commander le chef de file de l'opposition. Et finalement, a-t-il été désigné ou pas? Mais la question du chef de file de l'opposition demeure. Henri Sobi-Yabonais, qu'est-ce qui vous fait rire? Vous vous rappelez de ce débat que nous avons mené ici? Ah oui, mais on a justifié ce qu'on a dit parce que... Comme si c'était hier, vous vous souvenez? Je pensais que c'était entre vous deux là qu'on avait mené ce débat. Non, c'était vrai. Le disait comme ça en son temps. C'était pas insulté, Eric Ndoundete, pardon, parce que
effectivement, il était donc allé en audience pour parler de ça. Pour plaider donc d'abord on a mis témoin. Non, on a mis donc devant l'affaire donc témoin de la salle pour le voir témoigner. La détention de Ricardo Madogo et d'autres. Et puis la réclamation du décret de l'AT. Justement, il a nommé sans décret là maintenant. L'AT qui doit le nommer comme chef de file de l'opposition parce qu'après les élections, oui, Laurent, comme vous et moi, on s'entend. Après les élections de 2023, la FCB, ton ami Paul Rompé, qui tenait donc le flambeau vivement qu'il soit mon ami. De chef de file de l'opposition, ne devait plus jouer ce rôle-là. Ça doit être automatique. Parce que c'était donc... et on avait dit, plusieurs questions ont été posées, et au porte-parole du gouvernement donc dit que c'est la Sénat qui doit jouer son rôle. Et la Sénat avait joué son rôle, effectivement. Et ça revenait donc aux démocrates. Mais il fallait matérialiser ça par un acte. Et donc l'audience de... Éric Ngoundété en son temps avait donc suscité beaucoup d'indignation. Il ne devait pas aller voir le président Patrice Talon pour demander ça. Il y a d'autres voies pour le faire. Donc c'est pourquoi on avait dit en son temps qu'il était donc allé pour commander. Eh bien, oui, pas fini. Il est devenu chef de file de l'opposition. Et effectivement, est-ce qu'il a véritablement joué le rôle de file de l'opposition? Parce que à chaque moment, ce n'est pas lui seul qui parle au niveau de cette opposition-là. Au niveau des démocrates, il y a tout le monde. Donc, il y a que chacun prend la parole. Mais, en ce temps, on reconnaît, on peut encore dire les mots. Il était allé donc commander le chef de file. Ça vous fait toujours. Je ne dirais pas que Ngoundété Éric est allé commander le chef de file de titre de poste de chef de file. C'est les journalistes qui font et qui également peuvent te faire. Non, le problème c'est que Éric Ngoundété peut même aller, au cours de cette audience, pouvoir même évoquer la question du chef de file de l'opposition, ce qui est bien normal parce que du point de vue, en tout cas, du tenant compte de la loi dit le chef de file de l'opposition est désigné sur proposition du Conseil électoral, de la Commission électorale nationale autonome et nommé en Conseil des ministres. Et on a fini l'élection 1 mois, 2 mois, on n'avait rien vu venir. Alors qu'en réalité, on avait déjà proclamé les résultats définitifs. Donc on savait quelle formation politique de l'opposition avait eu des élus, plus que d'autres formations politiques de l'opposition. Donc c'était normal que ça arrive aussi facilement. Normalement, 1 mois après les élections, on devait déjà finir de vider cette question. Il fallait aller en audience pour demander ça. Non, justement, c'est ça qui a justifié le... non, justement, j'en viens. C'est pour dire quoi? C'est vrai que si le gouvernement doit toujours attendre aussi qu'un opposant vienne en audience pour demander, peut-être que c'est l'occasion en même temps de lui dire en réalité, je te donnerai ce titre-là, mais attention, tu ne dois pas aller dans tu ne dois pas franchir telle limite ou autre là. Ça ne fait pas bonne image, bonne impression pour notre pays quand on parle de démocratie. Parce que vous avez voté. D'ailleurs, ceux qui ont voté la loi, c'est des gens de la 8e législature. Donc, ils ont voté la loi et en réalité, ils appartiennent tous au même pouvoir. Et le pouvoir, aujourd'hui, a des difficultés à mettre en pratique à un moment donné. Ça ne fait pas bien. Parce que quand on vote une loi, c'est qu'on est consentant et on assume qu'on doit pouvoir l'appliquer dans certaines mesures. On ne doit pas attendre que quelqu'un vienne commander. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord qu'on dise que Ngoundété est commandé et quelqu'un pose. Et qui est le chef de file de l'opposition maintenant? Le chef de file de l'opposition reste et restera Éric Ngoundété. Parce que la loi est claire là-dessus encore et dit que c'est au terme des élections et en tenant compte des résultats issus des élections qu'il faut choisir le chef de file de l'opposition sur proposition du Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome et nommé en Conseil des ministres par décret. Alors, nous étions sortis d'une élection quand Éric Ngoundété a été nommé. Quand Boniaï a pris la tête du parti, il n'y a pas eu d'élection, une nouvelle élection dans le pays. Mais la loi aussi est restée mieux sur le cas où, quand on change de président du parti, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que il faut automatiquement transférer le titre de chef de file de l'opposition, que le gouvernement régularise ça en Conseil des ministres? La loi n'a rien dit à propos. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Éric Ngoundété reste et demeurera le chef de file de l'opposition. Et c'est à Boniaï maintenant de se mettre au-dessus de la mêlée pour nous montrer qu'il n'est pas venu à la tête du Parti des démocrates pour le poste de chef de file de l'opposition, mais il est venu certainement pour une vision donnée, pour que les gens écoutent davantage son parti politique, que les gens soient davantage acquis à la cour de son parti politique, plutôt que de s'attacher, qui travaille, plutôt que d'être à la recherche d'un prestige de chef de file d'opposition, encore que quel prestige est-ce qu'il y en a? Vous pouvez rester là-bas tout le temps.
n'eût été les financements publics aux partis politiques, qu'est-ce qu'il a pu avoir? Donc, les FCB ont bénéficié Oui, encore cette année. Oui, qu'est-ce que Rompuy a eu comme chef d'opposition? Nada, comme on le dit en espagnol, et donc, ou en italien. Donc, je crois que même, comme vous appelez, on était aussi là, il attend. Très bien. Il attend toujours. Non, cette année... Il disait, on va y aller rapidement, je vais juste dans un temps donné, le 13 février, on a assisté donc à la cérémonie d'investiture. Le 24 avril 2023, on était allé en audience. Déjà non, pour que... Oui, parce que c'est ça aussi. Parce que vous avez d'abord... Les élections, attendez. Henri, on ne va pas faire... On ne va pas revenir, non. On va faire le jeu ça a duré. Oui, on ne va pas faire le jeu des politiques. Vous l'avez si bien dit. On ne va pas faire le jeu des politiques. Février, mars, les élections, il y a eu... 3 mois déjà, c'est pas trop. Il fallait attendre. Non, attention, vous ne pouvez pas dire ça. Ne faites pas le jeu des politiques. Il fallait attendre. Ils ont leur calendrier. Mais suivant les choses... Merci beaucoup. Donc, il fallait attendre le calendrier. Non, on ne va pas tout le temps attendre le calendrier. Les élections, il y a eu le 8 janvier. Ah non, il fallait forcer les choses. Attendez. C'est pas forcer les choses. Les élections ont eu lieu le 8 janvier. Non, ne dites pas des trucs comme ça. Les élections ont eu lieu le 8 janvier. Oui. Les résultats ont été proclamés en janvier. Oui. Les députés ont été installés le 13 février. Oui. D'accord? Ça fait un mois après, ils ont été installés. D'accord? On a passé le cap de mars. Ça fait 2 mois en plus. C'est rien. Avril, rien. Non, mais ne dites pas ça. Avril, c'est pas trop. La loi dit que c'est sur proposition du Conseil électoral en tenant compte des résultats des élections. La loi a défini le calendrier. Attendez, la loi dit sur proposition. Parce que vous avez dit que ça durait. C'est pourquoi il allait parler de ça. Je n'ai pas dit qu'il a parlé de ça. Moi, c'est vous qui dites qu'il allait commander. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Mais ce que je dis, c'est que ne rentrons pas. Je pense quand même que... La télévision de mémoire. Non, ici, je pense quand même que nous sommes en train de faire le bilan. Oui, ne rentrons pas dans le jeu. Et je pense que la même manière était par là où Laurent avait fini son intervention. Ne rentrons pas dans le jeu des politiques. On ne va pas dans les jeux des politiques. Les élections, écoutez, ne dites pas comme ça. Si vous permettez, les élections, ce que j'ai dit, je l'assume, je l'ai toujours dit. Regardez toutes mes émissions, tout ce que j'ai dit là, je ne change jamais d'avis, de position. Non, vous avez dit que ça durait. Mais ça a duré quand même. Ça fait 3 mois au moins. Non, 3 mois, c'est pas trop déjà. C'est pas tard. C'est pas trop déjà. Bon, donc c'est sur ça que vous Oui, direz. voilà, oui. Ok, permettez-moi, chers débatteurs, que nous parlons maintenant alors que nous... Vous pensez que si on ne parlait pas, les gens ne vont pas traîner jusqu'à la fin de 2023. C'était possible qu'ils fassent ça, non? Alors qu'il ne nous reste que 10 minutes, parlons maintenant de la diplomatie béninoise. L'image que le Bénin a affichée en cette année 2023. Les présidents successivement ont défilé au Bénin. Nous avons vu Macron, le président français, Emmanuel, c'est ça? Oui. Emmanuel Macron, venu au Bénin. Nous avons vu également le président rwandais, Paul Kagame, et son épouse, venus au Bénin. Nous avons vu le président nigérien, Bazoum, venu au Bénin. L'ex-président nigérien. L'ex-président nigérien, si vous voulez. Est-ce que j'ai oublié un président qui était... Tinubu qui a participé au défilé du 1er août ici. Tinubu qui a participé au défilé du 1er août. Voilà un peu le visage qu'a présenté... Il y a Ambalio Sissoko qui était également ici, avant de continuer sur le Nigeria pour parler de la crise de la sous-région. Le visage qu'a présenté notre diplomatie béninoise en 2023. Et on va dire que ça a été partagé entre l'ancien ministre des Affaires étrangères et le nouveau ministre. Avant de venir à ces cas, peut-être dans la prochaine émission, qu'avez-vous à dire par rapport quand même à cette diplomatie qui a fait défiler des présidents en cette année 2023? Non, je crois que même Aurélien Agbenonchi était là quand certains présidents étaient arrivés. Toujours est-il qu'il faut dire qu'en 2023, le Bénin a amorcé une nouvelle vision en termes de diplomatie. On a pu voir le chef de l'État qui était resté, qui avait voulu que le Bénin reste en autarcie sur un certain nombre de choses à un moment donné avec les représentations qui étaient fermées dans plusieurs pays également. On a pu voir ça. Mais je crois que c'est en 2023, ils ont repris la représentation, en tout cas du Bénin, dans certains pays, dans certaines mesures. Et on a pu voir ces chefs d'État venir au Bénin également et discuter la coopération bilatérale entre le Bénin et ces pays. On a pu avoir avec le Rwanda, on a pu voir avec, comment vous appelez,
le Niger, notamment le projet Pipeline, on a pu voir. Donc, autant de choses, on a pu voir aussi avec la France également, en termes de lutte contre le terrorisme, ce que la France peut pouvoir faire pour nous soutenir, mais en même temps avec l'Agence française de développement, ce qui est prévu par la France pour aider les populations béninoises. Donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle vision qui est amorcée, qu'il faut saluer. Il faut aussi saluer le management d'un jeune hors pair assez dynamique, le nouveau ministre des Affaires étrangères, qui, dès son arrivée, Bakary Adjadi, Olusegun, qui, dès son avènement, a beaucoup œuvré pour la reprise des relations entre le Bénin et le Nigeria, même si on sait que l'ancien président du Nigeria n'avait pas eu foi, en tout cas n'avait pas eu de gêne à fermer la frontière avec le Bénin, en plongeant les opérateurs économiques du Bénin en difficulté aussi, et même certains Nigériens aussi. Mais avec l'avènement de Bola Tinubu qui aujourd'hui reste très proche du Bénin, avec un ministre des Affaires étrangères assez efficace, assez dynamique, on a pu voir aussi que dans cette nouvelle collaboration, le chef d'État qui était tout dernièrement au Nigeria a discuté aussi pour la reprise des activités économiques entre le Nigeria et le Bénin. On a pu voir qu'une quarantaine de produits pratiquement maintenant sont autorisés à entrer au Nigeria pour le bonheur des opérateurs économiques. Donc c'est autant de choses qu'il faut saluer sur le plan de la diplomatie et dire oui, hier la vision était de rester fermé pendant un moment et de travailler et de compter sur nos propres forces. Mais aujourd'hui le chef de l'État certainement comprend qu'au-delà de ce que nous comptons sur nos forces, nous avons aussi besoin de ceux qui sont autour de nous pour évoluer. Donc ça c'est à saluer et pour le gouvernement et espérer qu'au titre de l'année 2024 que nous puissions avoir plus de visites de chefs d'État ou bien plus de collaboration. Parce qu'on a pu voir le chef d'État aussi se rendre en Chine. Cette année, il s'est rendu en Chine, il s'est rendu en Inde. En Inde, il a été en France à plusieurs reprises à divers rendez-vous également pour discuter. Donc, au cours de ces différentes rencontres, le chef de l'État a eu à discuter opportunités pour le Bénin, à discuter. On a pu voir quand il a rencontré les opérateurs économiques de la France, qui les conviaient sur la plateforme de la zone industrielle de Glodjibé. On a pu voir le discours qu'il a tenu, il a vendu le produit GDIZ que nous avons au Bénin. On a pu voir comment est-ce que aujourd'hui beaucoup d'entreprises asiatiques, européennes ont envie de venir s'installer à Glodjibé. Il faut aller là-bas pour s'en convaincre. Moi, j'ai eu le temps parfois, par moment, il m'arrive parfois de rentrer, de me promener pour me convaincre de ce qui s'y fait. Et je dis oui, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, il peut arriver des moments où les gens ne comprennent pas ma position et pensent que je suis opposant, mais je pense qu'il y a des points positifs pour Patrice Talon qu'il faut apprécier. Et sur le terrain de la diplomatie et sur l'offensive diplomatique à partir de 2023, parce qu'avant 2023, j'ai toujours dénoncé cette manière de faire les choses. Mais je crois que ça commence par s'arranger, tout va pour le mieux maintenant. Et sur le plan économique, comment est-ce qu'on convie les opérateurs comme les industriels à venir s'installer aujourd'hui ici? Aujourd'hui, normalement, tout Béninois doit pouvoir désormais acheter le t-shirt Bénin avec le coton béninois en temps normal. On doit pouvoir travailler à encourager ces choses-là. Et ça, je crois que le gouvernement mérite des lauriers, mérite qu'on les félicite en la matière et espérer que 2024 soit meilleur que 2023. Henri Sauvignon-Bollet, le président Macron était au Bénin et ça a ouvert la voie de ce débat qui a été mené toute l'année. Y a-t-il une base militaire au Bénin ou non? Prononcez-vous sur cette diplomatie offensive qu'on a observée en 2023 et pourquoi pas ce débat qu'on continue de mener sur la présence ou non d'une base militaire au Bénin. Non, contrairement aux autres années où la diplomatie béninoise, comme le faisait Laurent, en fait, c'était un peu fermé. Oui, il y a eu cette diplomatie qui travaillait, mais ce n'était pas aussi ouverte que ce que nous avons connu en 2023, où désormais la diplomatie est considérée comme un outil puissant de mobilisation de ressources pour le développement économique du pays. Eh bien, c'est à mettre relatif, bien évidemment, du chef de l'État, parce que dans les faits fermés, on entendait dire que c'est le président Patrice Talon qui déclinait,
la trame de la diplomatie béninoise. C'est ce que Agbenossi aussi a dit quand il partait. Voilà. Donc, l'arrivée donc de Akadiri a montré autre chose au visage donc de la diplomatie, que oui, on peut avoir la main libre pour travailler avec le président Patrice Talon. Il suffit donc juste de faire comprendre la nécessité de ce que vous voulez faire. Et oui, l'ouverture donc de ce balai de la visite des présidents au Bénin a été ouverte par le président Macron, où cette histoire de base militaire, comme vous le rappelez, donc, elle a été agitée. Et plusieurs fois, je crois, à plusieurs rendez-vous, à plusieurs occasions, le porte-parole du gouvernement a démontré qu'il n'y a aucune base militaire au Bénin. Et effectivement, les uns les autres aussi, il y a d'autres hauts gradés, sommités donc de l'armée béninoise qui ont dit non, il n'y a pas de base militaire française au Bénin. Et on s'attendait à ce que quand les Français militaires ont été renvoyés du Niger, qui se replient sur le Bénin, parce que même dans une vidéo qui était devenue virale, le président Macron aussi disait que nous avons nos partenaires Bénin et bien d'autres pays qui étaient donc qui pouvaient donc les accueillir. Mais on a fait foi aux propos officiels, parce que c'est des déclarations officielles. On fait foi donc à ces propos-là pour dire qu'il n'y a pas de base militaire au Bénin. Il peut en avoir, mais les coopérations, parce que nous ne sommes pas un pays fermé, comme on l'entend, nous ne sommes pas un pays fermé, on peut coopérer avec d'autres pays. Seulement que nous sommes un pays indépendant, et donc les choses doivent se faire dans un certain respect. Mais du moment où c'est dit qu'il n'y a pas de base militaire au Bénin, on s'en tient à ça et puis c'est fini. Mais pour ce qui est de la visite des présidents au Bénin, il faut remercier, comme le souhaitait Laurent, 2024, qui est plus de visites, que le pays soit ouvert encore à d'autres opportunités pour permettre, bien évidemment, qu'il y ait une unité sur nous. Parce que, oui, je n'ai pas encore arrivé à ce niveau-là. Dans le discours du chef de l'État, il rappelle donc les considérations, les prix remportés par le Bénin et la place qu'occupe le Bénin sur le plan international aujourd'hui. Donc, à ce niveau-là, il faut travailler à maintenir la dynamique qui est en cours. Je ne suis pas encore très satisfait des développements, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti est à son terme. J'ai vu le temps vite passé. Hein. Oui. J'aurais bien aimé avoir plus du temps, mais on va s'en arrêter là pour cette première partie, en attendant de continuer dans la deuxième partie sur les cascades de démissions qui ont suivi, alors que le chef de l'État a dit devant un président qui était en visite qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Oui, mais une seule personne ne constitue pas une équipe. Bon, c'est pas une seule personne qui est sortie du gouvernement. On disait ça, c'est une seule personne qui est sortie. Quand on constate que les attaquants de pointe sont en train de partir d'une équipe, on a des matières, on a bien des raisons de s'inquiéter pour l'équipe. Je vous ferai une formation en matière de gestion d'une équipe de football. Vous verrez que c'est pas forcément l'équipe ne se repose pas forcément sur une seule personne. Mais j'ai jamais dit ça. C'est pourquoi on parle d'équipe. C'est pourquoi on parle d'équipe. Quand vous gagnez, vous pouvez rien m'apprendre dans cette famille. Parce que il y a des joueurs, quand vous les avez dans votre équipe, quand ils partent, l'équipe tombe. Vous n'êtes pas me dire le contraire. Non. Monsieur. Non. Quand vous sortez des joueurs de votre équipe pour les réserver, bien que votre débat soit intéressant, nous serons obligés de mettre un terme à cette émission. Merci de votre présence sur ce plateau. Madame, messieurs, et c'est déjà fini pour ce forum des rédactions consacré à la première partie du bilan politique de cette année. Nous avons parlé des élections législatives, mais après également du processus qui a suivi l'investiture. Également, on a parlé de l'investiture des députés, on a parlé des démocrates, on a parlé du président de l'Assemblée nationale qui a également fait son investiture. Mais nous avons également parlé du chef de file de l'opposition et nous avons fini par la visite, la diplomatie offensive observée au cours de cette année 2023. Nous avons également beaucoup à dire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pourquoi pas, je le souhaite vivement,
pourquoi pas avec les mêmes acteurs ou d'autres acteurs, pour donc continuer ce débat. Madame, Messieurs, sur ce plateau, c'était Laurent Roland-Tonné-Ikes à ma droite, journaliste politique. Merci, Laurent Roland-Tonné-Ikes. C'est moi. À ma gauche, Henri Sobi-Diabodé, rédacteur en chef, Radio Tado, journaliste, analyste politique. Merci à vous d'être. Merci beaucoup de nous avoir invités. Je suis votre humble serviteur, je ne me présente plus, Mori Yagua, et puis à la réalisation de cette émission, le jeune, très compétent, Marcel Yeddo. Derrière lui, au son, Alain Alou, compétent également. De l'autre côté de la diffusion, Modeste de la diffusion, Martin Toyissé. Modeste, on dit, lui, c'est le community manager. C'est lui qui vous permet de nous suivre sur les différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter, notre site internet www.belen-eden.tv. Mesdames, Messieurs, d'ici à là, portez-vous bien et surtout, joyeux Noël à toutes et à tous.